Elle m'a envoyé un texto à 21h47. Conférence de travail prolongée. Je serai à la maison la semaine prochaine. J'ai fixé le message un instant. Puis j'ai tapé ma réponse lentement, délibérément. Ne te précipite pas. La conférence de divorce vient de commencer. 2 minutes plus tard, sa réponse est arrivée. Juste 3 mots. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'était le son d'une menteuse qui réalise qu'elle n'a plus d'endroit où se cacher. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans, lors d'un séminaire à Chicago. Elle était en retard, débarquant en trombe au milieu de ma présentation, les cheveux légèrement humides par la pluie. Je me souviens qu'elle s'est excusée lorsque nos regards se sont croisés. Et pour des raisons que je ne peux toujours pas expliquer, je l'ai cru. C'est peut-être là que tout a commencé. Mon faible pour la sincérité qui n'était pas réelle. Elle riait facilement à l'époque. Un son qui emplissait les pièces et effaçait les doutes. Je pensais que nous partagions une ambition commune, 2 professionnels construisant quelque chose ensemble. Elle était mon miroir, du moins c'est ce que je croyais. Mais les miroirs, j'ai appris, ne montrent pas la vérité. Ils ne reflètent que ce qu'on veut voir. La première fissure est apparue l'hiver dernier. Un parfum que je ne connaissais pas persistait sur son manteau. Puissant, floral, étranger. Cadeau client, dit-elle en souriant. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas insisté. On n'attrape pas les serpents en piétinant. On attend. Puis sont arrivés les appels tard le soir. Le stress du travail, prétendait-elle. J'ai laissé tomber. Mon père m'a dit un jour, quand tu soupçonnes une trahison, ne confronte pas, observe. Alors j'ai observé. Des motifs se forment comme du givre sur du verre. Lentement, silencieusement. Les trajets se sont allongés. Les excuses se sont faites plus incisives. Son téléphone, autrefois laissé face visible, est resté face cachée. Le jour où j'en ai eu la certitude, c'était presque accidentel. Son iPad a bipé pendant qu'elle prenait sa douche. Même son de notification que son téléphone. Elle avait oublié qu'ils étaient synchronisés. Un seul message, et c'est tout. La nuit dernière était parfaite. Vivement le week-end prochain. Même hôtel. Il s'appelait Daniel, le directeur financier de son entreprise. Marié. Comme prévu, pathétiquement marié. Je me souviens du silence qui a rempli la pièce après l'avoir lu. Pas de colère, pas de chagrin, juste un silence, comme si le monde s'était arrêté de respirer. Puis j'ai compris que ce n'était pas elle qui avait changé. C'était moi. J'ai passé les 2 mois suivants à planifier. Pas à me venger. Pas au début. Juste à y voir clair. Mais la clarté a le don de se transformer en objectif. J'ai commencé par m'occuper de ses finances. Nous avions des comptes joints, des biens communs et un prêt immobilier à nos 2 noms. Je la laissais gérer les factures. Elle aimait avoir le contrôle, alors je le lui ai laissé. Mais j'ai aussi commencé à déplacer discrètement des pièces, à transférer des propriétaires, à tendre des pièges. Elle n'a pas remarqué quand j'ai ouvert le nouveau compte. Elle ne s'est jamais demandé pourquoi je voulais une procuration pour des raisons professionnelles. Elle a juste signé, distraite, tapotant son téléphone sous la table. Pendant ce temps, je rassemblais des preuves, des photos, des reçus, des emails. J'ai engagé un détective privé sous prétexte de vérification préalable pour une fusion. L'ironie ne m'a pas échappé. Je documentais l'effondrement de mon propre mariage comme un audit d'entreprise. Quand tout fut prêt, j'ai fait ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, j'ai agi normalement. Je l'ai embrassé au revoir à l'aéroport, je lui ai envoyé un texto pour lui souhaiter bonne nuit, j'ai fait semblant de ne pas remarquer quand ses conférences coïncidaient avec celles de Daniel. C'est le propre des menteurs. Ils se calment sur leurs propres histoires. Il suffit de leur faire croire qu'on est toujours dans les leurs. Il y a 3 nuits, j'ai demandé le divorce. Discrètement, mais efficacement. Mon avocat, un requin en costume sur mesure, m'a dit que c'était l'une des affaires les plus nettes qu'il ait jamais vues. Adultère, fraude, dissimulation de biens. J'avais bâti un chef-d'œuvre juridique, une signature à la fois. Ce matin,
Alors qu'elle était encore à sa conférence, la femme de Daniel a reçu un dossier par email. Photos, messages, reçus d'hôtel, preuves. À midi, Daniel était suspendu, en attendant une enquête pour manquement à l'éthique. Le soir, sa femme avait déménagé avec leurs 2 enfants. Et moi? J'étais assis dans notre cuisine, sirotant un café, en regardant le bandeau d'informations défiler en bas de la télévision. Un cadre supérieur fait l'objet d'une enquête interne suite à des allégations de mauvaise conduite. J'ai souri, non pas de joie, mais de satisfaction. Ce soir, son texto, sa conférence professionnelle prolongée. Je serai à la maison la semaine prochaine. Elle ignore que sa carte magnétique ne fonctionnera plus à son retour. Les serrures ont été changées cet après-midi. Ses vêtements, ses bijoux, ses chaussures de créateur, tout est emballé et étiqueté dans le garage. Les déménageurs arrivent demain. Ce qui reste dans cette maison m'appartient, légalement et émotionnellement aussi. Quand j'ai envoyé ma réponse, ne te précipite pas. La conférence de divorce vient de commencer. Je savais qu'elle comprendrait. Elle s'est toujours vantée d'être intelligente, mais intelligence n'est pas synonyme de prudence. Son message est arrivé 2 minutes plus tard. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ce n'était pas la peur de me perdre. C'était la peur d'être exposée. Elle savait que la vie de Daniel avait déjà implosé. Elle savait qu'elle était la prochaine. Peut-être est-elle assise dans le hall d'un hôtel en ce moment même, le téléphone tremblant dans la main, réalisant que pour la première fois, c'est elle qui est surveillée. Et c'est là toute la beauté de la vengeance. Elle ne demande pas de rage, juste de la patience. Demain matin, la demande de divorce sera rendue publique. Son cabinet apprendra qu'elle a falsifié des voyages d'affaires pour financer des affaires personnelles. Ses relevés de remboursement sont dans le dossier que mon avocat s'apprête à envoyer au RH. Ce n'est pas vindicatif, c'est précis. Chaque mensonge a une trace écrite. Je l'ai juste suivi jusqu'à sa conclusion logique. Je pensais autrefois que le mariage était une question de confiance. J'avais tort. C'est une question d'influence. Elle essaiera de m'appeler, bien sûr. Elle suppliera, négociera, pleurera, mais je ne répondrai pas. Parce que le pardon, j'ai compris, n'est qu'une autre forme d'abandon. Non, il ne s'agit pas de pardonner. Il s'agit de finalité. À son retour, elle trouvera la maison vidée de tout ce qui lui était familier, sauf une chose, la photo encadrée de notre lune de miel. Elle l'attendra sur le comptoir de la cuisine, fendue en 2. En dessous, un mot. La prochaine fois que tu tomberas amoureuse, assure-toi que ce ne soit pas de quelqu'un qui garde des reçus. Avant, je pensais que les fins étaient bruyantes, avec des cris, des portes qui claquent, des larmes. Mais celle-ci est calme, nette, chirurgicale. Parce que quand l'amour meurt lentement, on ne l'enterre pas sous des fleurs. On le dissèque, une fois terminé, on écrit sa propre épitaphe. S'il vous plaît, ne le faites pas. Elle aurait dû y penser avant.